puis l'économiste peut voir un taux de croissance négatif pour aller ça par rapport à la réalité pays connaît, par rapport à la réalité pays connaît depuis l'année lancée. Il y a des gens qui croient après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, c'est une mauvaise année que Haïti connaît, l'année 2010. Qui ça fait ça? Qui ça fait que dire l'économie à un niveau ça? Est-ce que tout est fini? Est-ce que tout est perdu? Qui ça est capable de faire pour renverser cette tendance? Est-ce que vous formule? Est-ce que vous recette? Qui ça acteur politique? Parce que c'est eux généralement nous plus parler de eux. Parce qu'il faut que ça mette en pile sur politique là. Et tu es capable de faire en termes de dépassement, peut arriver à permettre l'économie en petit souffle. C'est autant de points. Vous allez regarder aujourd'hui, une émission mise au point ça. Et ça va être plaisir de recevoir économiste, Enomi Germain, qui accepte de bouche avec nous sous ensemble de sujets, ensemble de questions. Professeur Germain, c'est un plaisir pour nous gagner en soutien. Bonjour Sergino, et le plaisir c'est pour moi et qui me saluer tous téléspectateurs et toutes téléspectatrices et qui regardent nous dans le moment ou bien qui regardent nous en différé. Son plaisir comme toujours pour que nous là, pour que en particulier nous commenter l'actualité économique nationale. L'économie va mal, c'est ça que le monde dit. Et c'est son petit tout, non? Bon, écoutez, et c'est son vérité de la palisse que l'économie haïtienne va mal. En tout cas, et le problème, c'est que ça va plus mal que, par exemple, il y a de cela une année. Donc, parce que regarder tout ensemble les éléments, ça nous dit indicateurs, mais pas seulement des indicateurs macroéconomiques, non, mais si vous regardez tout des indicateurs microéconomiques, et l'homme dit des indicateurs, on ne parle pas seulement de bagages formels, c'est-à-dire qui préétablis. Je veux dire tout que l'on regarde la vie de tous les jours, dont un ensemble de ménages qu'on a considéré comme étant et des ménages représentatifs, eh bien, on a dit que, écoutez, et il n'y a pas d'autre adjectif, il n'y a pas d'autre qualification que, en tout cas, son économie qui est une situation désastreuse, voire catastrophique. Mais c'est une construction, c'est bon, spontané. Évidemment, son construction parce que une économie ne se renforce pas du jour au lendemain. Une économie peut s'écraser du jour au lendemain. Par exemple, on se souvient de la crise de 2008, par exemple. Crise, bagage subprime aux États-Unis qui va réagir, son crise financière que et dans tout le monde, etc. C'est-à-dire que c'est en une journée que le système financier mondial t'est écrasé. Mais évidemment, tu as un ensemble de bagages qui t'a préparé, qui t'a mis en place il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années qui va le baoul. Donc, on est bien d'accord que ce qu'on a ici dans l'économie haïtienne, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on a construit à travers le temps. Quand on dit à travers le temps, je me fais exercer ça avant aujourd'hui déjà, ou qu'à peut-être aller bien loin pour expliquer ça, mais tout sous besoin des explications plus ou moins conjoncturelles, il est très possible pour joindre et indicateur ça, il y a significatif, j'ai dit en probabilité ou en statistique. Qui ça indicateur ça, oui, Germain? Bon, écoutez, et l'orgo-économie, par exemple, si on circonscrit pour nous commenter, par exemple, dernier exercice fiscal là, arrivé aujourd'hui, parce que quand même, c'est des bagages qui permettent de capter la réalité actuelle que l'on a là. Lors un exercice fiscal 2018-2019, qui est un indicateur pour lui? D'abord, je vais parler là, pourquoi parler de cause, mais je vais parler d'éléments. Par exemple, on dit que, vous regardez, tout le monde regarde là, et je dis là, tout le monde nous parle de ça trop, finalement, si on regarde l'inflation, par exemple, vous voyez que c'est le plus haut niveau d'inflation qu'on a atteint depuis 2008. C'est-à-dire depuis septembre 2008, côté que nous avons une inflation de 19,8%. Je dis à 19,5%, c'est 1. Ou capable de dire même bagarre pour taux de change, par exemple. Taux de change là, depuis plus passé 10 ans, c'est pour une première année fiscale que on a dit que Goudlan a perdu autant de valeur. C'est-à-dire que Goudlan a perdu 30% de valeur sur l'exercice fiscal ou bien sur l'année fiscale 2018-2019 là. Et bien ça peut que jamais arrivé à l'économie haïtienne depuis plus passé 10 ans. Donc on est d'accord que son record qu'on a battu en quelque sorte. Mais maintenant, on peut regarder l'autre bagarre encore, la question de la croissance de l'économie par exemple. Et dernier, nous peut-être pour nous commenter ça peut-être tout à l'heure. Soit regarder par exemple les prévisions de croissance qui étaient gagnées pour l'exercice fiscal là, tu as dit que était aux environs de 3%. Après ça, il descend à 1,5%. Après, on parle de niveau de croissance qui sera inférieur à 1%. Et finalement, il y a de cela pratiquement une semaine. En tout cas, le Fonds monétaire international parle d'une croissance de 0,1% pour l'économie haïtienne. C'est-à-dire que c'est taux de croissance qui est bas réalisé depuis le tremblement de terre. C'est-à-dire que le tremblement de terre, qui était bon croissance comme ça, mais qu'on y a souvent ça des tremblements humains. C'est-à-dire que c'est eux qui fabriquent ça. Donc, soit regarder tout ça, on dit que la situation est compliquée. Mais maintenant, comme nous avons parlé de causes, qui sont dit comme causes, évidemment, ils sont divisés en deux grandes catégories. Un, il y a des causes structurelles, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pris les décisions qu'il faut, par exemple, pour renforcer l'économie, pour créer, comme j'aime bien le dire, des incitatifs nécessaires à la production
dans cette économie. Et la production qui va impliquer quoi? Qui va impliquer l'emploi, qui va impliquer la production de richesse, qui va le faire que, par exemple, taux de changement ou essayer de supporter en quelque sorte, qui va le faire que l'inflation ou essayer de battre avec en quelque sorte. Donc, c'est des bagages structurels. C'est-à-dire que structurellement, on n'a pas mis en place ces conditions. Et c'est pour ça que, justement, structurellement, ce pays a une panne de croissance. Moi, je l'appelle une panne structurelle de croissance économique. Mais maintenant, il y a l'autre facteur encore. Ou qu'à considérer les épisodes de pays loc. Parce que ça privé, Sergino, c'est que l'on a pays loc qui ça veut dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la circulation de biens et de marchandises. Quand il n'y a pas de la circulation de biens et de marchandises, il veut dire que l'économie ralentit un petit peu. Donc, il y a un ralentissement des activités économiques. On parle de la croissance se crée chaque jour. C'est-à-dire que la machine économique doit fonctionner chaque jour pour, en tout cas, pour participer à l'accumulation de la croissance pour la fin de la journée. Mais comme c'est une économie qui, en tout cas, toujours dans une situation de pays loc, eh bien, l'activité au ralenti. Ou bien, je que le secteur touristique l'a payé ça, ou bien, je que le secteur agricole l'a payé ça, ou bien, tout l'autre secteur a payé ça qui va le bas ou soulever croissance ça extrêmement bas. Mais maintenant, quand on dit l'autre bagaille tout, c'est que justement, il y a ce qu'on appelle une catastrophe au niveau managérial, eh bien, au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, on dit que, par exemple, comment comprendre nos économies, ou qu'on passe à peu près 15 jours côté que pas de produits pétroliers, c'est-à-dire pas un gaz. Or, les entreprises qui doivent participer à la création de valeur dans l'économie, ils fonctionnent forcément avec carburant. Donc, l'homme avec carburant, on est bien d'accord que, écoutez, on a cassé dynamique et machine économique là, en quelque sorte, qui va le bas évidemment inflation, qui va le bas on manque de croissance économique, voire en croissance négative, qui va le bas on pile l'autre bagarre encore. Donc, autrement dit, pour exercer ça n'a pas les deux liens, c'est que on a tout mis en place. Moi, je voudrais dire consciemment pour que nous arrivions à cette situation que au début nous t'es qualifié de désastreuse. Parfait. On va retourner sur cause avec au plus devant, même des fonds qui campent sur l'inflation, mais il y a des pays malgré la marché, malgré une économie qui est correcte, l'inflation est nous. Pour que ça n'a qu'à ici, le fait que l'inflation à niveau ça, le dérange l'économie pas nous. Ça, c'est très relatif. C'est relatif parce que si vous regardez en général les économies développées, vous voyez que l'inflation en général est autour de 3%. Par exemple, vous n'avez pas même besoin pour un pays développé. On dit un pays qui a fait effort pour la République dominicaine. Ils ont une inflation aujourd'hui qui est autour de 3%. Dans la zone euro, c'est autour de 2%. C'est-à-dire que l'offre toute économie développée, ils ont maîtrisé l'inflation en quelque sorte. Mais maintenant, je suis bien d'accord avec toi parce que justement, il y a des économies côté que l'inflation est extrêmement élevée. Mais en matière d'inflation, ce qui est le plus important en général, ce n'est pas le niveau d'inflation. Le niveau de l'inflation est important. Mais le plus important, ce n'est pas le niveau, mais c'est la stabilisation. Parce que l'inflation fait référence à la stabilisation, mais déstabilisation des prix dans une économie. Lorsque les prix ne sont pas stables, qui ça le fait, c'est que justement, l'y entraver toute perspective, eh bien, d'investissement, de consommation dans l'économie. Parce que, pas oublier, non, je dis que les prix ne sont pas stables. Lorsque les prix ne sont pas stables, un investisseur, par exemple, il est extrêmement difficile pour qu'il fasse des prévisions pour dire qu'il a besoin de $100 millions américains pour venir investir dans l'économie. Ça parce que justement, les prix sont instables. Parce que lorsque les prix sont instables, il entrave toute planification économique. C'est ce qu'on dit en économie. L'instabilité des prix, il entrave tout fonctionnement en économie. Lorsqu'on a un taux d'inflation qui n'est pas qu'à contenir comme ça, c'est-à-dire que le taux d'inflation, par contre, qu'il l'a monté ou par contre, qu'il l'a descendu, parce qu'on connaît que le caral, il a cassé souffler dans le pouvoir d'achat ou qui sont faibles, ou obligé extrêmement prudent par rapport à tes décisions de consommer en quelque sorte. Donc, lorsque les décisions d'investissement ou extrêmement prudent par rapport avec eux, lorsqu'on hésitant dans les décisions de consommation, qui ça le fait, deux bagages, ça va pas là, c'est deux facteurs fondamentaux à la réalisation, par exemple, de la croissance économique ou bien, si vous voulez, à l'augmentation du PIB. Donc, l'instabilité, c'est le principal problème. Évidemment, le niveau élevé pose problème, mais lorsque le niveau élevé est structurellement élevé, il est stable, c'est qu'il y a bien des ajustements. C'est-à-dire que moi, je prends une décision, moi, je connais que l'est extrêmement élevé déjà. Donc, on prend toute décision en connaissance de cause. Mais lorsque les prix sont comme ça, de façon instable dans une économie, c'est-à-dire que le mois dernier, on a 19,2, on monte à 19,5, ou qu'à attendre 20, donc ça veut dire que ça nuit toute perspective d'intervention des agents économiques nationaux. Donc, on est bien d'accord que le niveau élevé
lui poser problème, mais le véritable problème, c'est l'instabilité du taux. Et c'est pour ça, justement, que la majorité des pays sous-développés ou bien des pays en voie de développement, même si le taux est extrêmement haut, mais ils ont fait tout ça au capable pour que, justement, ils arrivent à une sorte de stabilisation des prix, parce que lorsque pas gagné, stabilité, ceci est nuisible pour les acteurs économiques. Donc, in fine, c'est nuisible pour le fonctionnement économique dans sa globalité. Alors, c'est le niveau d'inflation ça qui fait pouvoir d'achat nous diminuer à niveau là. Non, mais c'est clair, parce qu'au fait, pour que ça inflation, pour que ça indicateur est extrêmement important dans les analyses économiques ou bien dans la prise en compte des décisions de politique publique dans une économie, c'est parce que justement, l'inflation, je le dis que bien yo vient beaucoup plus cher davantage. Et comme il vient beaucoup plus cher, et on fait hypothèse qu'on a le même niveau de revenus, et là on parle de même niveau de revenus, on fait une parenthèse pour nous dire qu'il y a deux bagages dans le revenu. Il y a ce qu'on appelle le revenu ou le salaire nominal, c'est-à-dire que vous avez payé on dit depuis 2008 25 000 gouttes, je veux dire on paye 25 000 gouttes encore, ou tu as dit qu'il pas baissé. Mais c'est nominalement qu'il n'a pas baissé. En termes réels, il baissé puisque justement le pouvoir d'achat s'est cassé en raison de l'inflation. Autrement dit, le pouvoir d'achat, autrement dit, ce salaire est érodé par l'inflation, l'inflation dont on parle. Donc, l'inflation, problème fondamental qu'il pose, c'est justement qu'il réduit considérablement dans le pouvoir d'achat. Et le réduit dans le pouvoir d'achat, qui ça pour comprendre, c'est que, eh bien, ou gain pour consommer moins de biens et services, et le plus souvent, c'est des biens et services qui ne sont pas suffisants pour permettre de gagner un certain niveau de vie. Et c'est ça que fait, par exemple, la question de l'inflation participe à l'accroissement de la pauvreté dans les économies en général. Alors, si quoi vous gagnez, on ne peut pas qu'à dans poche, voir vous avez même pensé à la question épargne. Vous avez l'épargne. Et c'est l'autre problème encore. Parce que, pas oublier, non, le revenu en général, moi, je fais ça, moi, je fais une petite parenthèse là quand même, parce que je connais des études de capteur de nous. Le revenu en général, Sergino, qui ça gagne, c'est que non-revenu et un morceau calé dans l'épargne, l'autre morceau calé dans la consommation. C'est deux gros morceaux ça. Et c'est ça que fait par exemple, vous avez tout économiste qui va parler par exemple de propension marginale à consommer. C'est-à-dire que plus vous gagnez plus revenu, propension marginale à consommer, l'ITAN à être supérieur. Mais plus vous gagnez plus revenu, tout proportion marginale à consommer, à épargner tout, la plus supérieure tout. Par contre, vous comprenez non? Comme si non revenu en petit bémol, parce que justement, au niveau revenu vinier, ou pas qu'à trop consommer par rapport à revenu ça encore. On a $1 milliard même. Qui pourcentage de consommation pour arriver dans $1 milliard? Là, est extrêmement faible. Parce que milliard là, il est extrêmement pile. Par contre, vous comprenez. Donc, c'est numérateur consommation, et bien, le dénominateur qui est extrêmement grand, ça arrive, c'est que, depuis dénominateur à grand, c'est que rapport à le faible, ça dit 0,000. Mais proportion marginale à épargner, en général, il tend à accroître dans le cas ça. Mais lorsque le revenu l'a baissé, non seulement la consommation est limitée, mais la proportion marginale à épargner, eh bien, il réduit considérablement. Et le véritable problème qui vous a alors pas qu'à épargner, il pose le pour vous-même parce qu'un pile agent économique qui n'a pas de bonne retraite, ça dit que c'est l'épargne qui a aidé en quelque sorte, c'est la première chose. Maintenant, ça c'est sur le plan micro. Maintenant, sur le plan macro, Sergino, le problème que ça pose, c'est que c'est l'épargne qui participe, en tout cas, à la distribution du crédit dans les économies. Parce que la banque qui ça le fait, c'est épargne moun ça prend que le distribue crédit dans l'économie. Donc, si vous avez une propension marginale à épargner qui diminue considérablement, livre dit toute chose égale par ailleurs, que les banques commerciales ont gagné moins de revenus, mais ils ont gagné moins de dépôts pour accorder des crédits à l'économie. Autrement dit, il a financé de moins en moins l'économie. Parce qu'il y a une fonction fondamentale banque commerciale, c'est en tout cas le financement de l'économie. Donc, comme épargne, alors nous avons l'inflation, il faut que nous comprenions. Nous avons l'inflation. Comme l'inflation réduit le pouvoir d'achat, il réduit l'épargne, eh bien, en supposant aussi que le cas réduit la consommation, eh bien, il réduit la capacité bancaire pour bailler crédit. Eh bien, cela dit, eh bien, capacité bancaire pour que vous financez l'économie, il diminue considérablement. Donc, vous avez toute implication négative qui gagne à augmenter de l'inflation dans les économies. Même au niveau micro, tout, je dis, le fait que tu sois pas suffisant, pas capable de répondre à toute obligation, si vous avez urgence, question maladie, parce que vous êtes d'accord que l'assurance, ou pas qu'à répondre. Ou pas qu'à répondre avec elle, parce que justement, tout ce qu'on fait essentiellement pour manger. Donc, ça veut dire que le revenu, son revenu calé automatiquement dans la consommation, parce que le revenu, en termes réels, est extrêmement faible et ça ne peut pas permettre, en tout cas, de mettre de côté un peu d'argent pour répondre à des urgences, pour répondre à des catastrophes. Et là, pas qu'à faire le compte, ça va arriver, Sergino. C'est que si vous n'avez pas épargner pour répondre à l'urgence, ça il y a des accidents. Accidents, ça va arriver, Sergino. Comme vous n'avez pas de moyens, vous êtes obligé de faire recours au prêt, si vous êtes capable. Maintenant, lorsque vous faire recours au prêt, si vous êtes capable, si vous jouez un prêt, que vous allez le financer après, parce qu'il faut payer.
ça qui va arriver, c'est que tout revenu ou bien toute rentrée ou va gagner dans le moment qui vient, eh bien, il va le dépenser dans le prêt. Autrement dit, capacité, ça veut dire le revenu qu'on dispose quotidiennement dans le monde, il a diminué. Comme il diminue, ou son monde fondamentalement cap courir vers la pauvreté. Parce que justement, eh bien, comme vous gagnez dans le monde, on ne peut pas faire avec encore, pas consommer, donc on vient plus pauvre essentiellement. Et nous grand pile le monde dans niveau ça, je dis en Haïti. Ah, nous grand pile le monde parce que au fait, Sergino, qui s'arrive, c'est que le dernier rapport sur pauvreté qui fait dans le pays, c'est ça, le CVMAS. Et CVMAS, c'est enquête sur les conditions de vie des ménages après le séisme, qui était faite par l'IHSI, mais qui était dirigé tout avec un institut français qui a été le IRD. Maintenant, qui ça a été établi? Il a établi que gagner environ 58% de monde qui vivent dans la pauvreté dans le pays. Mais maintenant, 58%, c'est en tenant compte de quantité comme on gagne pour la pauvreté. Quantité comme là, c'est en termes réels. Et à cette époque-là, le taux de change était environ 60 gouttes pour $. À cette époque-là, l'inflation n'était pas aussi élevée pratiquement. Donc, Sergino, dans nos situations, côté que, eh bien, tout indicateur ça même a volé, ça dit que l'indicateur même a pris beaucoup plus d'importance, ça veut dire qu'il y a une rougir au jour le jour, qui s'arrivait fondamentalement, c'est que bon, quantité de monde qui était sur la ligne de la pauvreté, quantité de monde sur la ligne de la pauvreté, oui, la ligne de la pauvreté, c'est cette ligne qui sépare l'ensemble des gens qui sont pauvres et les gens qui ne sont pas pauvres. Mais quand il y a tellement grand pile de monde qui est faible moyen, tu es automatiquement sur la ligne de la pauvreté. Mais à partir du moment que il y a choc ça qui arrive dans la vie, eh bien, qui s'arrive, ils traverser la ligne automatiquement. Donc, ils balancé dans la pauvreté. Et donc, c'est pour ça, justement, si on refait même enquête ça en Haïti encore, on va voir qu'il y a davantage de monde qui est pauvre. Peut-être que nous va parler de 58% encore, peut-être que nous va parler d'environ 70% de monde qui est pauvre, pour considérer ensemble d'indicateurs. Parfait. Là, maintenant, nous avons parlé de cause tout à l'heure. Il y a quelques éléments de commentaires sur eux. Je veux dire, recette l'État a baissé considérablement. Et que son pays loc, la douane, le DGI, pas qu'à l'ouvrir, et là, on n'a pas qu'à payer l'argent. L'État pas qu'à recevoir comme. Deuxième chose, appui budgétaire, comme international, là, qu'on baille là tout, lui-même tout le baisser considérablement. Est-ce que nous pas de considérer deux éléments ça aujourd'hui, dans ça là comme problème? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce que, et encore une fois, l'autre épisode pays local, c'est ça le fait même, c'est que l'économie ne fonctionne pas. L'un dit l'économie ne fonctionne pas, ce n'est pas seulement la douane et la DGI qui sont restés fermés, parce qu'ils n'emploient pas le travail, mais toutes les entreprises sont restées fermées. Maintenant, il y a une partie dans l'entreprise de PA qui a payé quand même. Parce que justement, l'entreprise a un chiffre d'affaires à payer en partie. Mais il y a une partie perdue, il y a des pertes sèches. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il y a des entreprises qui ont payé sous chiffre d'affaires. Et comme pays a son pays pratiquement sur tout exercice fiscal là, au cap même dit qu'il y a environ 3 mois perdus, eh bien, le chiffre d'affaires a considérablement diminué. Donc, comme le chiffre d'affaires a diminué, le pourcentage que l'État a recevoir de sous tout est extrêmement diminué. Donc, tout ça a participé, si vous voulez, à la baisse phénoménale des recettes publiques. Et l'organe baisse là, qui conjugué à une situation déjà catastrophique, qui ça va le faire, va le faire que l'État a moins de moyens pour l'intervenir dans l'économie. Donc, on a un cercle vicieux côté que comme l'État n'a pas qu'à intervenir encore, mais population, grogne population va l'augmenter davantage. Et comme l'augmenter davantage, il est susceptible encore pour l'envahir la rue. Il envahir la rue a posé problème, mais là, puisque l'État n'a pas qu'à satisfaire besoin, donc il est tout à fait légitime pour l'envahir la rue encore. Donc, ça va accumuler cause négative. Donc, ça veut dire qu'on a un cercle vicieux qui va avoir problème. Donc, ouais, qui problème ça posait de manière générale. Mais maintenant, au niveau international, qui est acteur de l'international, je dis, Sergino, qui va dire que, écoutez, les conditions sont réunies en Haïti pour donner des appuis budgétaires, par exemple. Le FMI, le Fonds monétaire international, a approuvé pour Haïti, on va dire, au mois de mars 2019, il était approuvé en près de 229 millions de dollars américains pour Haïti au titre de sa facilité élargie de paiement. Ce qui arrivait, c'est que c'était un prêt conditionnel. Le prêt conditionnel, qui ça l'impliquait, il impliquait qu'il y a un ensemble de conditions qui pourraient réunir pour que m'accorde prêt. Et une condition véritablement, c'était la mise en place d'un gouvernement légitime. Parce que c'est normal, si je ne m'accorde un prêt, il faut qu'il y ait des interlocuteurs valables et légitimes. Donc si je n'ai pas d'interlocuteur, ça ne va pas bailler. Eh bien, comme nous échouons à mettre en place un gouvernement depuis la chute, je veux dire la chute de Séan, mais qui s'est arrivé, c'est que le FMI dit que les conditions ne sont pas réunies, je ne décaisse pas. Parce que justement, mon prêt, c'était un prêt conditionnel. L'agro-économie qui fait face à toute bagarre, ça va pas jouer un appui, ça, on est bien d'accord, Sergino, que comme si vaches là sont vaches extrêmement maigres. Et comme les maigres encore, on est d'accord que la participé soulevé, eh bien, à intensifier les mouvements de rue, parce que ça les participe tout, eh bien, à détruire la capacité réelle de l'État à intervenir dans l'économie. Mais nous, on parler de l'autre prêt encore, on songe prêt 150 millions de dollars américains, Taïwan.
par exemple, qui bloquait au niveau du Parlement. Parce que, justement, on n'est pas arrivé à une entente qui dit que, écoutez, nous devons prendre, nous ne devons pas prendre, etc., etc. Donc, là, on a une situation d'imbroglio socio-politique, il faut le dire, parce que c'est politique, puisque, justement, on a parlé de la mise en place d'un gouvernement, on a parlé de Parlement. Donc, là, on a un imbroglio socio-politique, ça, économien a payé, ça l'a payé au niveau des recettes publiques, j'en ai dit, d'ailleurs, rapport à pour sortir, mais, nous avons que des données qui ont montré là que déficit budgétaire nous allons pour exercice ça, la plus prononcée que ça ne dégaine, et bien durant l'exercice 2018-2019, c'était environ 20 milliards de dollars, alors 20 milliards de gouttes. Donc, là, on a un déficit budgétaire qui est beaucoup plus important que ça. Pourquoi ça peut arriver? C'est que la BRH est obligée d'intervenir pour que justement, il fait appel à ce qu'on appelle la planche à billets pour financer l'économie. Et lorsqu'on finance l'économie, on va avoir encore des répercussions au niveau du taux de change. C'est clair, aujourd'hui, cette relation est classique pour les Haïtiens. On l'explique tellement. Hein? Donc, on va avoir des répercussions au niveau du taux de change. Mais qui dit répercussions au niveau du taux de change dit aussi qu'on va avoir des répercussions au niveau de l'inflation, puisque justement, il y a un lien étroit entre le niveau d'inflation et le niveau de taux de change en Haïti, même si il y a des gens qui disent non, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui utilisent pour les étudiants, on passe through, c'est comment taux de change influence l'inflation. Mais ce qui est clair, c'est qu'à chaque moment, dans l'économie, dollar américain monté, prix ajusté sur marché. C'est clair. Même si ma chaîne cap n'a pas peur. Oui, mais les donc, ou par contre, combien de dollars américains, ou pas se dit là-bas, même qu'à mettre aujourd'hui, alors qu'avant, il était qu'à mettre 15. Donc, on est d'accord qu'il y a un rapport direct. Donc, on veut dire que lorsque on a un imbroglio sociopolitique, ça a des répercussions, ça, il va tourner venir encore sous forme d'autres conséquences. Parce que quand même, l'économie, c'est une chaîne. Quand il y a une mauvaise décision au niveau de maillon de la chaîne, eh bien, la mauvaise décision va se répercuter au niveau de tous les autres maillons qui vont faire que ou entrer dans un cercle vicieux qui fait que l'extrêmement difficile pour sortir si on ne prend pas les dispositions urgentes qu'il faut prendre, urgentes mais responsables aussi qu'il faut prendre pour que quand même nous sortions dans le bagage. Alors, malgré la budgétaire là, malgré les recettes au niveau de l'État diminuent considérablement, mais il faut l'État continuer à fonctionner, il faut le payer employé, il faut qu'il ait service, côté la bonne ressource. Oui, mais je sais, j'en ai dit là. Bon, d'abord, avant même, c'est que il y a toujours un retard pour employer. Toujours un retard. Il y a des employés qui ont 10 mois qui ne pas toucher. Depuis quel temps? Depuis quel temps, ça c'est un. Deuxième chose, c'est que... touché, c'est parce qu'après 40, 50 Justement, il y a des gens qui disent que moi, ça c'est 40 jours de côté, c'est 50 jours, 60 jours. Maintenant, deuxième bagaille, c'est que c'est clair que capacité de l'État pour répondre à un ensemble de besoins infrastructurels ou en termes de services globalement, l'a réduit. Ça veut dire que l'État, nous d'accord que s'il te prévoit faire un ensemble de bagailles, il ne peut pas faire encore. Parce que la capacité a diminué. Si le salaire est fondamental pour le payer, parce qu'il faut payer l'employeur, il faut le payer lui-même. Il faut payer quand même si on paye en retard. Mais comme si un ensemble de services était qu'à mettre en place, il ne peut pas mettre en place encore. Mais maintenant, côté le cas, je n'ai moyen quand même, c'est j'aime ce là au niveau de la BRH. Au niveau de la BRH, mais qui va sans conséquence sur l'économie de manière générale. Pas sans conséquence du tout, parce que taux de change, inflation, etc. Mais question budget, tout budget sont outils de planification économique. Ça est là depuis 2 ans, on a reconduit budget pendant que priorité ou pas même, données ou pas même, besoin ou pas même. Ça tous sont éléments pas qu'à négliger nos budgets. Mais c'est clair. Au fait, phrase ça, moi me dis chaque jour finalement, moi Elvin classique, me bien content, c'est que le budget, il faut apprendre à savoir que c'est mettons, on reconduit le 19, son budget 17-18, on reconduit le 18-19. Le reconduit un budget qui s'est posé là-dedans comme problème, c'est que, non seulement l'économie n'est pas planifiée, c'est que l'hypothèse a changé, mais le budget va prendre compte de l'hypothèse. Parce que le budget lui-même, les gros ensemble d'hypothèses là-dedans, il peut dire que considérant tel bagage, nous pouvons aller dans tel sens. Il veut dire que, comme hypothèse de la vie économique là-bas, même bagage, ou pour un budget, il veut dire que c'est un budget qui est décalé par rapport à la réalité. Et comme c'est un budget décalé par rapport à la réalité, on ne peut pas avoir aucun objectif, on ne peut pas avoir aucun résultat là-dedans. Ça, c'est deux deuxième bagages, après planification. Troisième bagage, les objectifs de politique économique du gouvernement, ils sont rendus intelligibles à travers le budget. C'est-à-dire que si le gouvernement dit qu'il vise telle taux de croissance, si le gouvernement dit que l'État remet Kembe inflation dans telle fourchette, si le gouvernement dit que le taux de change remet Kembe dans telle tranche, c'est au niveau du budget national.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a les objectifs qui doivent être là. Maintenant, comme il n'y a pas de budget, ça veut dire que nous pas connaissons pièce côté que nous brûler. Donc, nous avons géré l'exercice passé comme ça. Mais maintenant, malheureusement, on est en train de commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs, puisque c'est un budget sacré déjà, un budget décalé par rapport au contexte 18-19, qui conduit là en 19-20, donc qui décalé par rapport, si vous voulez, à l'ensemble de réalités que nous gagnons. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Les conséquences, pas bien, non? Conséquences, tout ça n'a pas parlé là de l'autre exercice fiscal là, exercice fiscal précédent. Il y a toujours charrié, oui. Donc, comme nous charrions les conséquences, nous entrons avec et les données ont changé, véritablement, ça veut dire que, M. Gino, le monde n'est pas trop fort. S'il dit que si nous continuons comme ça pendant 6 prochains mois, nous allons aller justement dans une catastrophe qui est beaucoup plus prononcée. Le monde n'est pas trop fort, puisque l'économie n'est pas planifiée. Il n'y a absolument aucun objectif de politique économique qui sont rendus intelligibles dans le budget. Il n'y a rien. Donc, au final, nous ne connaissons pas côté gouvernement ou bien côté l'État, de manière générale, veut mener nous, parce que justement, nous n'avons aucun indicateur qui dit que nous avons fait n'importe quelle direction. Maintenant, là, capable d'avoir une adéquation entre politique publique et allocation. Oui, mais tout à fait. Parce que nous d'accord que nous avons fonctionné sur toute prévision que tu as faite. Toute estimation que tu as faite pour telle politique publique l'État a gagné, fait 17-18. Donc, on y a là, comme bagaille a changé, il y a des ajustements forcément pour faire, eh bien comme c'est même bagaille là, donc on va gagner soulevé de décalage, on va gagner soulevé de inadéquation prononcée, et le gain inadéquation prononcée, ça, il veut dire que, eh bien, on ensemble de besoins qu'on gagne, on ne peut pas satisfaire vrai, et comme on ne peut pas satisfaire les problèmes socio-économiques qui ont demeuré tout au moins à moyen terme. Et là, en pile monde quoi, il y a un qui t'a c'est support international là, en termes d'appui. Oui, mais Sergio nous dit ça, support international n'a pas venu. Il pas venu au fait support politique n'a pas venu, c'est-à-dire que puisque quand même on a un problème politique et on sait que sur le plan international les acteurs aussi il y a fait des déplacements stratégiques ou un support politique. Mais les supports politiques en général ne sont pas trop consistants. Par exemple, mais le problème là, il est quand même économique, foncièrement économique. Foncièrement économique. Donc ça veut dire que c'est pas support politique pour besoin, ça veut dire que c'est pas aide humanitaire forcément besoin. Donc, ce n'est pas besoin forcément aide humanitaire pour résoudre le problème foncièrement économique. Il veut dire que comme il y a un broglio, ça, ou une crise politique, ou une crise de gouvernement, parce que nous avons une crise de gouvernement, je veux dire, il y a un ministre qui n'est pas deux ministres. Je veux dire, 50% ministres, presque deux ministres. Environ 40%, disons mieux. Presque deux ministres. On ça veut dire? International, là, pas qu'on est qu'à ça comme un cas classique sur le plan international. Donc, comme il n'y a pas un cas classique, on ne peut pas demander international là bon support. Donc, dans la situation des broglio politiques, ça, pas de support qui a venu. Et c'est pour ça que, si vous voulez penser à support de l'international, il faut qu'au niveau national, eh bien, on remplisse tout un ensemble de conditions. Mais depuis 6-7 juillet, on a l'impression qu'on n'a pas allé là de mal en pis. En réalité, on vient plus bon, on vient plus mal. Et chaque jour passé, on a fait face à des réalités un peu plus difficiles. On ne pas qu'à manger, pas qu'à manger du tout. Et ça que qu'on qu'à manger, on dit, bah, là, compliqué dans mais 6-7 juillet, c'est un signal qui dit que, écoutez, c'est ça le capété. Le capété parce que, écoutez, la population est extrêmement exclue, si vous voulez, de la répartition de la richesse nationale. La population n'est pas prise en compte dans les politiques mises en place par le gouvernement. Mais tout c'est un signal qui dit que la population dit que je ne suis pas capable encore moi-même m'a fait ça me voulait après ça. Maintenant, lorsque signal ça vous voyez les politiques publiques ou côté d'abord il y a dans la politique publique une approche de bas en haut. C'est-à-dire que c'est la population qui voit signal là ou bien vous captez signal population et avec signal population on fait une politique publique pour qu'on anticipe des bagages. Maintenant population voit signal là 6-7 juillet. Eh bien, le message de cette population n'a pas été capté par les autorités et comme il n'est pas capté, c'est normal comme une situation qui a empiré au jour le jour. C'est normal que, comme c'est Ndado, on a l'impression ou vivre des bagages qui pire que 6-7 juillet. C'est ça va là, je veux dire. Parce que nous ne pas arriver quand même dégager moyens pour nous financer. Ça n'a pas comme politique publique entre-temps et nos médias. Du tout. Non seulement nous ne pas arriver dégager moyens, mais tous ces moyens que tu as gagnés pour nous mettre en place un ensemble de politiques publiques, mais politiques publiques, ça a eu défaillantes ou bien ils parlent dans le sens de la population. Donc, comme c'est des politiques défaillantes ou bien qui parlent dans le sens de la population, mais qui parlent dans le sens anti-groupe ou bien anti-catégorie qui enrichir davantage, mais c'est normal que ou une situation qui est capable d'éclater à n'importe quel instant. Et éclatement ça, tout le monde peut jouer. Éclatement ça, tout le monde peut jouer, tout le monde peut perdu tout. Dépendamment de jeu éclatement fait. Parce qu'au fait, lorsqu'on éclatement, il faut gagner deux acteurs plus ou moins crédibles qui saisissent l'opportunité de l'éclatement. Parce que dans l'éclatement, tout comme dans la crise, il y a des opportunités.
faut qu'il y ait des acteurs qui sont capables de saisir des opportunités pour que justement, ils soient capables de favoriser ou bien même arriver au pouvoir de monde qui est capable de résultat à toute population. Parce que d'accord que l'orgo éclatement et que c'est pratiquement ces hommes de même profil qui arrivent au pouvoir, c'est que ou cap une situation accalmie ou cap accalmie pour un moment donné, mais structurellement, les problèmes ne sont pas résolus. Et lorsque structurellement, les problèmes ne sont pas résolus, on va arriver, par exemple, après un an, après 6 mois dans cette même situation côté que Mounio a revendiqué, et c'est peut-être ça qui est passé. Et en 2004, on a des gens qui ont revendiqué pour la rue. En 2008, par exemple, on a eu de la faim, etc., gouvernement tombé, etc., etc. Donc, au cap des situations, bon, situation d'accalmie, mais les problèmes ne sont pas structurellement abordés. Et c'est pour ça, justement, lorsqu'on est en situation de crise, ça a besoin des acteurs qui sont capables d'émerger, mais qui sont crédibles, mais pour favoriser ou arriver au pouvoir, aux nouvelles classes politiques, aux nouvelles ordres d'acteurs. Parce que l'on va dire ça, Sergino, c'est que on a cette vicieux à côté que l'économie haïtienne a répété, même erreur qui était répétée et qu'au final, n'a perdu sur le plan global. Non, c'est clair, nous remarquons depuis quelques temps, depuis plusieurs années, on a tourné en rond. C'est même bagaille qu'on a fait, peut-être le visage a changé, mais c'est parce que même réflexion, c'est parce que même approche. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous là toujours. En plus, là, tu as parlé là, il n'y a pas gagné une certaine dimension, il n'y a pas arrivé à mettre en hauteur crise que nous vivions, pour apporter des solutions appropriées. Mais tout à fait. Parce qu'au fait, ça, on peut l'acteur va comprendre. Par exemple, je dis, il y a un concept à la mode, c'est le concept de système. C'est-à-dire que les gens disent, écoutez, il faut changer le système, etc., etc. Mais maintenant, on peut là, on dit, ça système, non? Par contre, ça système. Et pas qui contenir un changement de système ça. Justement. Donc moi-même je pense que faut que j'en dise à des gens de dimension qui comprennent que le problème de système est d'abord et avant tout un problème institutionnel, côté que c'est les institutions qui sont défaillantes, côté que sous des contrats de bail, qui ça bail, c'est des institutions. C'est l'institution défaillante qui fait des contrats de bail comme ça. Si la population n'a pas joindre dans fouille richesse nationale, alors ça veut dire, elle dit que les institutions de répartition de richesse sont défaillantes, qui viennent faire que des gens exclus. Pour qui ça, par exemple, pour une catégorie de monde qui a bénéficié du système, c'est parce que justement les institutions sont des institutions d'extraction. C'est des institutions qui viennent là pour extraire une richesse pays aux grandes dames de cette population. Donc, le problème de système ça, qui au fait sont problème institutionnellement foncé, je dis il faut gagner des acteurs de dimension qui d'abord comprennent une question, mais qui ont courage pour affronter le problème, mais pour que nous portions justement les solutions appropriées par rapport aux différents maux de cette société. Mais là, tout faut que nous gagnions, ça ne nomme jamais le sens du bien commun. C'est ça un peu le manque aujourd'hui. Chaque monde a géré petit bail par yo, chaque monde voulait faire petit compte par yo, chaque monde a fait petit raquette par yo, depuis peut-être sorti quitter minimal yo, et au final même sous sorti, mais le fait que les amis à côté ba yo pas bon pour lui ou dans situation de sécurité. Ou vulnérable. Absolument. Ou vulnérable. Et tôt ou tard, va la tomber dans figure. Non mais c'est clair parce que au fait ça qui arrive là, c'est que et c'est Jean Abdi oui, c'est que on manque de compréhension à tous les niveaux. Par exemple, au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, moi l'explique. C'est je dis, le secteur privé a pensé que la bonne démarche, c'est enrichir tête libre, même si la population est pauvre. Mais regardez combien de machines nous vendent en Haïti, regardez combien de machines neuves qui vendent en République Dominicaine, on va comprendre. Le secteur privé n'a pas comprendre que c'est plus la population ça enrichit, c'est plus le cas enrichit tous les mêmes. Donc ça veut dire que le profit faut richesse à aujourd'hui, il paraît le bien commun. C'est-à-dire que le paraît amélioration aux catégories de la population. Au niveau du secteur public, c'est la même chose. Par exemple, on a un ensemble d'acteurs qui ne peuvent pas pérenniser à l'échelle politique. Un bon exemple, c'est Gino. Est-ce qu'on est en France, là, on est maire, on a fait toute la ville mairie. On dit ça? Tellement le participer dans créer des conditions pour Mounio, il faut être dans une situation de stabilité. Mon quantité de sénateurs aux États-Unis. Mais il y a vieux sénateurs. Bon exemple, je dis comme l'idée d'actualité. Nancy Pelosi, et depuis 1987, il a élu dans la Chambre des représentants aux États-Unis. Vous savez ça veut dire? Ça veut dire que il a gagné soulevé en durée de vie en politique. Mais durée de vie en politique, ça, il n'a pas gagné si même Jacques acteur haïtien. Il a créé des conditions pour piller la richesse nationale là. Et leur piller la richesse nationale, la population, comme c'est au devant, la dit c'est pas bon. Et comme c'est pas bon, ou pas tourner encore à l'échelle politique. Combien d'acteurs je dis pas tourner? On prend un exemple. Donc on fait quand même de la politique économique. Monsieur Laurent Lamotte, tout le monde va trouver le nom à un moment donné comme président pays. Il a encore? Non. Aujourd'hui, c'est que tout le monde vient comprendre que, écoutez, c'est quelqu'un qui a participé, non au sens où non, l'autre, pas qu'on est. Si c'est vrai, mais au moins, tout au moins. Comme tribunal quotidien, mais au dit participer dans la dilapidation, fonds pétroliers. Et du coup, ça veut dire, durée de vie de ces gens sont très limitées parce que tendance, c'est prendre toute richesse population, et bien pour que mettre quoi côté, il y a tout encore. Alors que c'est pas ça. C'est que quand même cette population, l'offre exclue de la richesse nationale, qui ça le fait, il dit que c'est au problème.
Donc, durée de vie, nous, lui-même, durée de vous pas longue. Donc, ouais, pour le secteur privé, il n'y a pas fait comme, il est vulnérable parce que bien, il a boulé tout. Parce que la population a remarqué que lui-même, écoutez, c'est moi je fais partie de la population, j'ai absolument rien à perdre. C'est vous qui possédez absolument tout dans ce pays. Les politiciens, c'est vous qui prenez absolument tout dans ce pays. Bagan est pour me perdre. Donc, il faut m'éjecter de toute façon. Donc, le problème, c'est que, et ça m'a dit la situation de stabilité, c'est ce que je dis, c'est la mise en place du bien commun. C'est la mise en place du bien commun. Le bien commun qui s'allie, c'est que c'est créer des conditions pour tout le monde. Il y a un bon petit exemple vite fait pour tout comment on explique bien commun. Monsieur et pas gentil rôle. Monsieur les gentil rôle. Si je ne me pas trompé, c'est gentil rôle. Monsieur donc bien commun qui s'allie, c'est que Sergino était là et pour ou même là ou pas fait. Et puis Sergino il dit nous que comment tu as même fait Sergino. Est-ce par exemple moi-même j'ai fait GPT, bras cassé. Ou bien c'est dans fait dans un pays pauvre, côté que bagage de l'eau, etc. Là, on prend nous tout, mettez nous là, comme nous voyons qui ça le cahier, nous de ce qu'on appelle la voile de l'ignorance. C'est-à-dire nous voile de l'ignorance, nous comment on gagne. Comme nous pouvons faire, nous avons un bel bagaille pour nous. Bel bagaille qui ça le cahier, nous avons dit que écoutez, nous avons fait nos situations vertueuses. Donc situation vertueuse, ça c'est le bien commun. C'est lui pour nous créer pour que tout le monde qui a senti un minimum de bien-être, il y a un minimum de bien-être et là un minimum de bien-être là tout le monde comme si les bénéficier là ou même qui sont acteurs qui étaient beaucoup plus avancés au cas bénéficier de tout. Malheureusement en Haïti et les politiques et les acteurs du secteur privé et des individus qui ne font partie et des individus de la société civile, ils ont en tout cas pour que j'aime conscient que la mise en place du bien commun, ça participe à la création de conditions qui sont capables et même soulever de bien-être à toute la collectivité dans le même temps. Parfait, parce que là, nous construisons trop désespérés dans le pays. Trop de monde qui va gagner pour perdu. Et dans le pays, quand on a tout le monde qui va gagner pour perdu, mon cher, et normal, pour tout un risque de chocage, pour un risque, ça va vivre là, la veut dire. Deuxième chose, pas qu'à un pays, tout pour gagner, on t'y crasse pour gagner tout plus fort richesse pays, et puis plus fort monde pas rien. Ou pas gagner. Au fait, ça qui arrive, c'est que, bon, font un petit sur l'inégalité. Inégalité sont source de stabilité. Et c'est un pays qui niveau d'inégalité, ça tout à fait. Et Haïti, c'est un pays qui est inégalitaire en Amérique latine et Caraïbes. Il y a un indice, si on mesure ça, on ça indice de Gini. Indice de Gini, on l'a aujourd'hui en 0,61. 0,61 veut dire extrêmement haut par rapport à ça dans la région. Et Haïti fait partie de pays qui sont inégalitaires dans le monde. Ouais, en Amérique, c'est même c'est premier. Maintenant, dans le monde, on fait partie des pays les plus inégalitaires. Lorsque il y a une inégalité, le problème ça a posé, c'est que ça nuit à la paix sociale. Ça nuit à la paix sociale, parce que je me dis là, il y a un ensemble de monde qui va gagner pour perdu. Et il y a un ensemble de monde qui, comme si, au sommet de la montagne, qui vivent dans l'opulence. Ouais. Et que eux-mêmes, ils ont de la misère crasse. Ils ont dans la pauvreté, en tout cas la plus foncée. Et l'organe comme ça, on ne peut pas empêcher que ils disent que ces petits dessalignés et tout, pour qu'ils ne soient pas vivre. Et leur pense ça, parce que pas oublier, non, son situation de justice qui va gagner. Les inégalités, c'est injustice sociale qui gagne. Et contre l'injustice, on est tous appelés à révolter quand même. Contre l'injustice, c'est une injustice. L'inégalité, c'est une injustice sociale. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on population qui est en situation comme ça, eh bien, donc ça ne peut pas empêcher que les prennent la rue à la boule toute bagaille parce que je te dis encore une fois, il va gagner pour le perdre. Trop de disparité. Trop de disparité, richesse dans l'économie. Mais au fait, et faut dire tout, faut faire un point sur le plan mondial de disparité. Par exemple, aujourd'hui, il est connu qu'il y a une vingtaine de familles qui gagnent moitié richesse mondiale. Mais quand il y a là, ça, oui, c'est fait. C'est que il y a des mécanismes de distribution de revenus pour qu'il y ait des gens. Si on ne pas distribuer revenus, et bien, les gens vont comprendre, je veux dire, que n'y a pas gagné pour perdre véritablement. Et c'est pour ça, par exemple, où en pile entreprise, Haïti, ça ne pas faire, ils font pas maquillage, nous faisons, il y a ça de responsabilité sociale et environnementale. Responsabilité sociale et environnementale, là, c'est un que George Soros, il est d'accord pour le financer des mondes, pour aller dans la question éducation, dans la question culture. Comme c'est des gens là-bas comme là en façon. Bill Gates, par exemple, ou après, il a investi dans un ensemble de bagages. Par exemple, je dis à Bill Gates dans la question polio, dans la question malaria, etc., pour le permettre monde, en tout cas, sortir dans la pauvreté. Oui, il y a des gens qui vont dire, mais relations pas directes, mais écoutez, santé, c'est un goulot d'étranglement pour la misère. Il dit, les gens pile pour investir dans la santé, pour le dépenser dans la santé. Donc, ça veut dire que, au niveau mondial, on connaît les risques liés à cette disparité de richesse dans le monde, et bien, qu'est-ce que ça va faire? Ils mettent en place un ensemble de mécanismes pour que, en tout cas, ils fassent la population participer. Et, bon, des éléments qui sont au moins pour étudier ou pas penser que nous sommes complets. Quelles sont les sources qu'il y a à question de distribution, à question d'inégalité dans le monde? C'est d'abord les revenus mal distribués, c'est-à-dire qu'il y a une richesse nationale anti-catégorie pour Sergino. C'est le premier bail là.
Maintenant, deuxième bagage là, c'est ce qu'on appelle la taxation, le système de taxation. Système de taxation en général, dans les pays développés, surtout, ils sont beaucoup plus favorables à des gens qui sont riches, aux États-Unis en particulier. Je veux dire, autant de ça, Trump dit l'a fait. L'a retirer et richesse au monde qui est riche. Parce que les gens en théorie, ça dit que tout le monde qui a plus de richesse, c'est tout le temps, il a investi dans l'économie a fonctionné. En théorie, sur ça, pas même vérifier. Ça, c'est pour là. Bon, on l'autre parenthèse, Elizabeth Warren, qui, dans la course démocrate, là, je dis, elle a dit que pas de milliardaire. Par contre, il dit milliardaire zéro, la taxe tout le monde. C'est ça que par exemple, je dis, c'est ennemi Wall Street, par exemple. Donc, la connaissance générale pour étudier. Maintenant, nous avons dit que c'est système de taxation, c'est un sous. Maintenant, deuxième source, c'est que c'est question d'éducation. Question d'éducation, ça arrive, c'est que vous constatez que plus on est éduqué, plus il y a de chances pour sortir dans la pauvreté. C'est-à-dire que si vous êtes éduqué, c'est plus il y a de chances pour une opportunité, de sortir dans la pauvreté. Le problème, c'est qu'en Haïti, par exemple, l'école tellement, c'est l'école qui a vitesse différente. Il y a l'école qui vraiment pas former les gens pour sortir dans la pauvreté et l'école est exclusive. Vous savez, non? 80% offre et scolaire en Haïti ne offre pas le secteur privé des affaires. Ça veut dire qui ça? C'est-à-dire l'État, c'est seulement 20% de l'école. Donc, autrement dit, ouais, éducation, il n'y a pas de facteur à considérer en Haïti puisque justement, elle n'est pas accessible. Université, la formation supérieure, par exemple, quelle est l'offre aujourd'hui? L'Université d'État d'Haïti, par exemple, c'est moins passer 10% de monde qui a demandé le besoin de là-dedans, que le prend. Donc, ça veut dire que toutes conditions pour répartir richesse en Haïti, ne sont pas réunies. Et comme les conditions de répartition de richesse ne sont pas réunies, donc ça va nous doit pour nous dire que, écoutez, c'est les institutions qui doivent impliquer dans le bagage qui sont défaillants. Ça, il fait partie intégrante du problème de système que nous avons posé. Parfait. Là, maintenant, on va regarder qui ça nous a fait pour que nous remercions cette innocence, parce que de toute manière, par quoi côté nous là, son fatalité, c'est parce que nous sommes haïtiens là. Et nous te dit pendant l'émission, son construction, c'est pour un avec dans le ciel, c'est un ensemble de choix, c'est un ensemble de décisions, c'est un ensemble d'actions que nous faisons qui mènent nous là. Je dis, si nous besoin de changer tendance, qui ça a besoin de faire, qui ça a besoin comme outils pour Pita, pas Pitrice, c'est ça que nous allons regarder après pause avec invité nous matin, professeur Enomi Germain, économiste de son État. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour tous les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio, pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple.
vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Nous retournons, merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous télévision l'État, nous avons mis au point. Invité nous matin, professeur Enomi Jamin pour nous garder santé économie. Ensemble de choix nous faire, ça n'a pas fait aujourd'hui. Ouais, répercussions sur l'économie, sur la vie nous, n'est-ce pas, et qui ça nous a besoin de faire pour nous changer la réalité, parce que de toute manière, c'est nous qui avons subi toutes conséquences. Et quel que soit mon nom, Enomi Jamin, que le professeur d'université, que le bagan dit tout, mais tout le monde aujourd'hui a une situation un peu plus compliquée. Non, mais c'est clair. Parce qu'au fait, ça qui arrive, c'est que lorsqu'on pays comme ça, nous sommes dit tout à l'heure, quel que soit acteur que tu as, individu, quel que soit agent économique que tu as représenté, c'est clair que nous avons une situation compliquée. Nous avons par exemple les plus fortunés aujourd'hui, ils n'ont pas qu'à fonctionner tant que nous. Ils n'ont pas qu'à circuler dans le pays tant que nous. C'est vrai que grand pile là de cas quitter le pays à un moment donné à l'extérieur, mais là à l'extérieur, c'est pas en vacances où tu es planifié, c'est que tu es forcé par la réalité du pays pour aller à l'extérieur. Donc quelque part, on subit ça. Deuxièmement, tu as tes entreprises en Haïti. Et les entreprises doivent fonctionner au jour le jour. Les prévisions de ton entreprise, chiffre d'affaires là, il n'y a pas 3 mois à payer la donne. Donc quand le pays a l'oc comme ça, on est bien d'accord que vous avez des manques à gagner extrêmement importants. Maintenant, que on prend par exemple l'État qui sont agents économiques à part entière, lui-même tout par exemple, il mal fonctionné. Nous sommes dit que vous avez des lacunes extrêmement importantes en matière de recettes publiques. Donc, c'est dit que il attaque le tout, ou même comme individu par exemple. Ou même comme individu qui on dit qui est dans la classe moyenne. Comment fonctionner? Si classe moyenne, il y en a. Si classe moyenne, il y en a. Comment fonctionner? Ou fonctionner, soulever et par le biais de tes activités. Mais comme les activités sont pratiquement bloquées, Emile veut dire que le casse dans le rendement, il casse dans le pile bagage, il casse dans la prévision tout en quelque sorte. Ouais. Mais il y a un ensemble de monde tout, on dit c'est la plus grande majorité qui vit au jour le jour. Puisque quand même, c'est des gens qui vont dans la rue, qui dans l'informel. Donc, lorsque le pays est en situation de tension, lorsqu'il n'y a pas de circulation de biens, lorsqu'il n'y a pas de circulation de marchandises, les gens sont fondamentalement bloqués. Les gens qui sont dans le secteur textile, là, on parle pour eux du salaire journalier. Le salaire journalier, c'est-à-dire les jours durant lesquels tu as effectivement travaillé. Donc, lorsqu'on paye l'oc comme ça, il veut dire que ces gens-là, ils ne travaillent pas. Comme ils ne travaillent pas, ils n'ont absolument pas droit au salaire. Comme ils n'ont pas droit au salaire, ils sont dans la difficulté. Donc, c'est une façon caricaturale pour me dire que lorsqu'on est dans une situation ça, que l'on soit pauvre ou bien riche, on paye les conséquences. C'est-à-dire qu'on est touché, les impacts sont extrêmement forts, non niveau ou non l'autre. Pour une entreprise, tout obligé de fermer une boutique parce qu'il n'y a pas qu'à Kembe. Et depuis qu'on ferme, il y a plus de monde qui n'a pas de job encore. C'est un aspect qui est extrêmement malheureux pour l'économie haïtienne. C'est des moments où c'est extrêmement triste et pour notamment des familles. Par exemple, au niveau touristique. Le secteur ça, depuis 6-7 juillet, est en situation de difficulté lamentable. Côté que le taux d'occupation, moi-même, j'ai accès à quelques informations, je me que depuis juillet 2018, ou qu'après le taux d'occupation de ces hôtels, en moyenne, globalement en moyenne, il n'a pas dépassé 5%. C'est-à-dire que sur 100 chambres, c'est 5 qui occupent la donne. Lors de situation, depuis 6-7 juillet, ils ont commencé à renvoyer des mondes. Parce que justement, on songeait après 6-7 juillet et suite, gagner soulever des alertes que, en particulier, les États-Unis d'Amérique, de niveau 4, mettaient sur Haïti. Leur mettait, le livre dit que, un ensemble de touristes qui ont des décisions pour voyager, sont obligés de différer leur décision de venir en Haïti, par exemple, pour ça que tu as venu en Haïti. Lors d'une situation comme ça, le secteur touristique là commençait déjà à casser salaire. La faire des gens fonctionner en temps partiel ou bien la provoquer. Maintenant, la situation a continué. Les situations ont continué, nous vivons novembre, décembre, janvier. Maintenant, il y a cherché sorti un rapport, que le secteur touristique là, est fortement attaqué, que l'été qu'on est en baisse des activités en glissement annuel de pratiquement 5%. Mais ça, c'est chiffre. Mais là, dans l'hôtel, où elle est beaucoup plus important que ça. Mon dernier rapport, ce que l'indice conjoncturel de l'activité économique qui est en public là par l'IHSI, il montre encore que c'est un secteur qui payait au prix le plus fort cette situation de pays loc, cette situation de tension socio-politique globale dans le pays. Donc, lorsque ça, Sergino, on ne pas seulement qu'un secteur hôtelier pour montrer. Lorsque ça, en général, Sergino, il veut dire automatiquement que on a un ensemble de familles
qui a dans des difficultés les plus extrêmes. Par exemple, une famille qui depuis 5 ans a travaillé dans l'industrie touristique, a travaillé par exemple dans un hôtel, et que si mon l'école sous ça, toute prévision sous ça, et que automatiquement c'est des gens qui sont révoqués, qui sont remerciés pas par les hôtels mais par la situation économique, ou bien par les hôtels forcés par la situation économique du pays. Maintenant, c'est des gens qui viennent dans difficulté qu'on a pour payer l'école. Pour tout le monde nous dit tout à l'heure que c'est des gens qui ne pas même gagner épargne, ils pas gagner épargne Donc ça veut dire que c'est pas un grain de monde en général, lorsqu'on évoque un grain de monde, c'est pas un grain de monde nous met en difficulté. C'est toute une famille et en général, l'homme de famille, je parle de famille stricte, famille fermée, mais en général quelqu'un qui travaille, c'est pas quelqu'un qui a seulement affaire à sa famille fermée. C'est un ensemble de monde qui dans une famille élargie qui se compte tout. C'est tout le monde ça autour qui te dépend de lui, toute chaîne tombée dans la difficulté la plus extrême. Donc là, on a parlé pour le secteur hôtelier, hôtel qui est établi depuis 5 ans, etc. Mais maintenant, on a l'autre réalité, c'est que depuis quelque temps, on soulevé une sorte de mouvance pour question entreprise en Haïti. C'est-à-dire, on a créé, jeunes en particulier, a créé start-up. Un start-up sont entreprises qui vont finir d'établir, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver ça à maturation. Donc, comme entreprise pour arriver à maturation et que là prend des chocs comme ça, c'est des entreprises qui automatiquement sont obligées de fermer leurs portes tout simplement parce qu'ils n'ont pas bien rien pour supporter ça là. Mais dans le secteur touristique, par exemple, moi, je connais au moins 3 entreprises touristiques dans le pays qui sont obligées de fermer. Pas oublier, non, ils ont frappé en pile, ils sont obligés de fermer. Donc, l'enquête, tout ça, Sergino, il veut dire que ou gagner et me soulever tout un masse critique de monde qui a perdu emploi qui a balancé dans la pauvreté ou dans la difficulté. Ça, il veut dire ou va renforcer ce que Karl Marx a toujours appelé l'armée industrielle de réserve, c'est-à-dire que le chômage est beaucoup plus prononcé dans ce pays, la pauvreté est beaucoup plus importante dans ce pays, l'insécurité alimentaire continue à gagner des proportions dans ce pays. Voilà donc la situation dans laquelle les épisodes de pays LOC nous conduisent en général. Que faire? Il ne me jamais. Bon, écoutez, que faire? C'est d'abord, il faut agir sur les causes. Les causes, c'est qui ça nous dit? Nous dit que le pays a un problème structurel, un problème conjoncturel, mais tout net lié à un seul bagage. C'est le fonctionnement de nos institutions. C'est-à-dire que pas rien qui a fonctionné dans le pays, il y a toute institution défaillante dans leur mission, dans leurs actions, toutes net défaillantes. Mais d'abord, institution de renforcer, mais maintenant, à la base de ce problème institutionnel, comme j'aime bien le dire, il y a un problème d'hommes et de femmes capables au niveau de l'État. Et toi, tu dirais peut-être qu'il y a un problème d'hommes de dimension. C'est vrai, c'est un problème d'hommes de dimension parce que justement, ces gens-là qui sont au pouvoir, ce pas des gens qui ont cette dimension du pouvoir. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent que, écoutez, dans nos pays, c'est ce bien commun qu'il faut mettre en place. C'est situation pour nous mettre en place pour nous faire ça. Mais maintenant, comment on dit ça? Il y a des gens dans le pays. Moi, je pense qu'il y a des gens dans le pays qui ont cette dimension. Comment arriver dans le pouvoir, c'est toute difficulté à ça. Comment arriver dans le pouvoir, c'est peut-être commencer ou peut-être un ensemble politique de capables, c'est ça que je toujours proposé. Il faut qu'il y ait un ensemble d'ensembliers politiques de capables qui participent à la modification de l'offre politique dans ce pays. Je dis à la, moi, par exemple, ça, sénateur a été bon, pour toujours prendre, monsieur dit que, ou ensemble de monde qui sont dans la politique, pas de sénateur. Il dit, l'offre politique, là, je dis dans le pays, elle est fondamentalement dominée par ces gens-là. Comme l'offre politique est fondamentalement dominée par ces gens-là, eh bien, lorsque la population aura à choisir, eh bien, ce sont ces gens-là qu'on va choisir de toute façon. Et c'est pour ça qu'il faut participer à la modification de l'offre politique en mettant en place des assemblées politiques de capables. Bon, ensemble de monde dans le pays, il faut que justement, ils soient d'accord pour que ils mettent tête en groupe qui dit que, écoutez, monsieur, nous allons modifier l'offre là dans la mesure du possible. Si ce n'est pas nous qui arrivons au pouvoir, et maintenant, on a la conscience tranquille que, écoutez, on avait tenté, on avait proposé quelque chose, mais on a été rejeté par cette population. Sauf que, M. Maniga, de regretter mémoire, l'homme de bien est timide dans ce pays. L'homme de bien est timide dans ce pays, mais il y a plusieurs raisons à cela. La première chose, c'est que gagner, soulever les Duvaliers, depuis les Duvaliers, tu as gagné une tendance pour que on massacre un ensemble de monde, notamment des gens formés qui étaient dans la politique dans le pays. C'est éliminer ou bien renvoyer à l'exil. C'était saleté à un moment donné. Depuis un moment, ça a gagné un ensemble de bagages, côté que un ensemble de monde de bien, ils sont timides, je m'en dit là, ou pas le faire politique. Mais maintenant, il y a l'autre raison toujours. L'autre raison, c'est que la politique gagne deux gros bagages qui dominent. C'est les moyens de la violence, les moyens du billet vert. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de dollars américains pour se porter candidat dans ce pays. Mais comme on a toute raison, ça est extrêmement timide, il ne pas affronter sa gain là. Donc c'est la principale cause ça pour moi-même qui fait que l'homme de bien est timide. Mais si l'homme de bien en Haïti continue à être timide,
et que le quitte situation pour là toujours là, et mais cette timidité va tuer. Timidité a même tué le tout. Et c'est pour ça justement qu'il ne faut pas que ou quitter bah, la tuer, mais c'est pour aller justement affronter la sous tuer. Si tu as été tué, au moins tu as été tué sur le chemin de la bataille. Donc pour moi-même, c'est que cette timidité de l'homme de bien, il faut quand même la casser. Si pas casser cette timidité, ça, c'est que ou même on va couler, mais la société dans son ensemble, il va payer les conséquences désastreuses de ta timidité, parce que justement, ce sont ces gens de mal, ces gens de mauvaise volonté, ce sont ces gens qui n'ont pas de dimension, qui ont continué à monopoliser le marché politique, et c'est eux qui ont toujours arrivé au timon des affaires, et c'est eux qui vont décider pour toute la nation, c'est eux qui vont conduire la banque nationale en quelque sorte. Je dis à une bataille qu'a fait là, voir l'opposition, acteurs politiques, ils n'ont pas d'accord chita. C'est peut-être un bail qui est très difficile là, quand nous, d'accord chita. Et certaines fois, même un chita, on si le monde pas trop aimé, peut-être pas contre notre culture, nous, dans le socialiser nous. Si ça, c'est le consensus. Ouais, nous ne pas d'accord d'accord faire consensus sur rien. Il y a des gens qui croient que c'est une solution, et si ce n'est pas solution par eux, pas de mal capable passer. Ouais. Or, dans la vie généralement, on ne doit toujours penser qu'on doit toujours gagner. Nous ne pas toujours penser qu'on a perdu. Et qu'on va gagnant. Et quand je gagne. Et puis, on toujours, mon cher, ou bien ça, mais au final, le bien commun qui c'est Haïti triompher. Alors, comment arriver à ça? Parce que je m'attends des démarches pendant toute émission. Si nous ne pas arriver vers là, nous faisons carré dans le courir dans le pays. Mais effectivement, en Haïti, on a un problème fondamental, qui est le problème chita. Maintenant, par exemple, si on a considéré l'actualité, mais c'est tout acteur qui parle de chita. L'homme de tout acteur, par exemple, où songez à un moment donné, il y a une tentative qui était faite à la BRH, salle de convention de la BRH, pour que vous mettez ensemble d'acteurs chita. À ce moment, c'était le pouvoir qui a gagné cette tentative-là. Je dis, c'est l'opposition. C'est-à-dire que je dis, il y a des gens qui ont des droits de tête pour dire qu'ils ont besoin de chita, ou pas de chita avant. C'est que dans tout, comme si à tous les niveaux, nous gagnons et cette difficulté pour nous mettre ensemble. C'est vrai que, écoutez, moi, ça, il faut le dire, le pouvoir participer à créer ces conditions, mais côté que nous ne pouvons pas dialoguer, parce qu'il faut d'accord, il y a ce qu'on appelle des conditions préalables au dialogue. En général, on dialogue avec un ensemble de conditions qui disent faut chita. Qui dit faut chita, monsieur, nous résilions nous chita. En Amérique latine, là, par exemple, un ensemble de pays qui sont en situation de guerre, pas même de guerre, de troubles sociaux, politiques, mais finalement, au chita. Puis pour nous, Équateur, finalement, l'opposition, le chita avec pouvoir, etc. Mais maintenant, tout faut d'accord avec un ensemble de conditions à ça. Maintenant, le problème qui se pose en Haïti, c'est que les gens qui sont au pouvoir à un moment donné, ils ont créé toutes conditions pour le monde pas chita avec eux. Et les oppositions, tout les-mêmes, l'opposition, tout le pas chita, et là, qu'on est conditions, ils ont réuni tout les-mêmes, encore une fois, ils viennent plus réticents à s'asseoir avec quand même, et avec quand même le pouvoir pour que quand même nous gérer le bien commun. Donc, il faut d'accord que le problème de parler de chita, il y a à la fois du côté du pouvoir, mais et aussi du côté de l'opposition. Donc, problème, non. Et c'est ça, donc c'est l'acteur qui ne peut pas transcender. Donc il n'y a pas une transcendance pour que je saute dire le bien commun lui-même les triompher. C'est ça qui fait le compliqué à même. Parce que nous parlons de chita. Nous parlons de chita, mais maintenant, chita, est-ce que c'est chita pour nous dire que, écoutez, nous allons négocier pour perdre une motion dans le mandat ou bien pour perdre le mandat en aller? Parce que, pas oublier, non, en République dominicaine, il y avait quelque chose de ce genre, c'est que tu as une grosse situation de trouble et que pouvoir te chita et puis négocier que pouvoir perdre un parti dans le mandat et que opposition et élection pour le fait, etc. Je dis à là, si tu es pour une chita pour que le président allait, que chita pour le président allait, ou bien à qui pour une chita, je ne sais pas, ou bien est-ce que chita est nécessaire, je ne sais pas, parce que ça, il faut le dire encore une fois, c'est que le président en place a créé toutes les conditions pour ne pas chita avec elle. Donc, ouais, le problème est partout. Le problème est partout qui fait que, ou non, une situation de mésentente totale, ou ensemble de conditions non réunies pour que nous arrivions à l'entente nécessaire ça pour que nous sauvions le bien commun. Maintenant, on a l'impression chaque monde a tiré de la sur. Chaque monde croit que c'est une guérison. Chaque monde croit que c'est une guérison. Vous avez l'opposition, là, dont j'ai semblé à l'époque. Vous avez des pouvoirs, dont ça commence à bon. Et puis, au final, le pays se meurt. Ah oui, mais malheureusement. Alors que par exemple, quelqu'un qui dit là et qui a une formule, on n'a pas besoin de lunettes pour ça. Par exemple, quelqu'un qui a une formule. Moi, si il y a une formule, l'étape déjà. L'étape balie déjà. Donc, ça veut dire que nous avons une vacuité de solutions, nous avons une vacuité de propositions qui fait que je dis là, eh bien, c'est un cap triompher. C'est-à-dire que c'est chaque monde qui a les draps et finalement de rap chiré. Et qui ça drap, c'est le bien commun. Donc, qui ça appelle, c'est Haïti. C'est la population, c'est l'économie, c'est le social qui a payé tout ça. Mais finalement, si nous allons à Conchita, nous avons couru et l'économie a continué pour coup. Et nous avons bouclé là, nous parler de l'économie qui a porté le mal. Ah oui, mais nous sommes fatigués au final. Nous sommes fatigués parce que justement, chaque fois venu nous dit un ensemble de bagages, mais ça ne pense. Et que justement, acteurs ont fait pas au penser. Mais
comme ils n'ont rien fait par eux, ils pensent qu'ils cherchent à faire par eux, et bien ils continuent dans la lutte, mais nous-mêmes qui venons là, chaque nous venons là, nous dépensons plus d'énergie, nous dépensons plus comme tout, parce qu'on a parlé d'une situation côté que chaque monde a perdu le pouvoir d'achat, et que finalement, le travail nous n'est pas utile, parce qu'au fait, nous ne portons pas forcément de la parole experte, mais la parole experte doit être en tout cas utile. C'est-à-dire la parole experte doit être utilisée pour donner des outputs qui permettent, eh bien, ou arriver en quelque sorte, comme on a parlé de crise, ou arriver à un dénouement de la crise en général. Moi, j'ai une question contraire, moi qui dois aller, qui a parlé aujourd'hui, et nous, dans la dernière conférence présidentielle, il fait mention de ça, et là, ça a soulevé des vagues au niveau du secteur privé des affaires. Écoutez, et question contraire, sont questions qui étaient douées, une question contre l'énergie, D'ailleurs, en Haïti, il y a un problème de l'énergie fondamentale. D'ailleurs, même si on a des taux de contrat, c'est moins que 30% de la population qui gagne accès à l'énergie, on dit de façon régulière. C'est-à-dire qui est connecté, qui est dûment connecté à l'IDH. Donc, ça veut dire que nous d'accord que ou maintenant de gagner un gros contrat, c'est pas parce que tu as un courant. La population va gagner courant, c'est ça veut dire. Maintenant, contrat courant, ça on regarde des documents après que c'est fondamentalement des contrats, comme on le dit, léonais. C'est-à-dire que c'est des bagailles qui, côté que l'État a perdant, côté que la société a perdant, au profit d'une petite catégorie. Maintenant, l'arrivée que Andy Président soulever question contrat aujourd'hui. C'est extrêmement important pour que ces contrats soient renégociés. Mais peut-être que le moment pas bon. Si son président qui t'a soulevé contrat ça, qui t'a soulevé question 3 mois peut-être après le fin de président, l'État fait plus sens. Je dis à là, son président utilise comme un outil qui vient faire que, il vient sembler un bagage côté que, on met les institutions de l'État au service de la politique. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut aussi agir en fonction du timing. Parce que il y a des timings qui pas bon. Je dis là, tout le monde a interprété ça comme une persécution politique. Oui, mais de toute manière, les données sont là. Oui, mais là, on parle de quel président? Est-ce que c'est un président qui finit renforcer peut-être ou bien chita à monsieur ou bien pas chita à monsieur ou bien aller? C'est-à-dire que moi-même, je dis, je pense que timing n'a pas de problème. Parce que le président, on est bien d'accord, il est dans une situation de faiblesse accrue. Il est dans une situation côté que son président qui pensait que, et bah, on est non même bateau cache à virer, et comme les cache à virer, il faut le râler ça comme outil. Mais quand il y a là, si le président fait quand même, et que le président allait quand même, c'est peut-être un bon bagage pour la nation que le contrat soit renégocié et que quelle que soit l'alternative qui t'a venu après, ces contrats, ils ont déjà annulé, ils vont renégocier et que la société au final la gagne en question. Parce que normalement, pas de compte tout donner ça, jusqu'à ce que le conférence de presse. Voilà. Mais en fait, c'est la population qui n'a pas de compte tout donner ça. Moi-même, dans le livre, pourquoi Haïti peut réussir un essai d'économie politique, je viens en référence Banque mondiale, côté que montrer que il y a toujours un gros contrat dans le milieu. Et ces groupes de pression, la Banque mondiale l'a souligné, ces groupes de pression, je vous cite la phrase, font obstacle à toute tentative de réforme de l'IDH. Vous comprenez ça? C'est en raison justement de ces contrats léonais. Ça veut dire, ils ont campé là, ils n'ont pas voulu bagaille, secteur énergie, les transformer. Parce que justement. Non, mais du tout, ils n'ont pas voulu la modernisation, ils n'ont pas voulu parce que le contrat on emmène. Donc ça veut dire que les informations ont été déjà là. Le président te connaît. Depuis le président a dit qu'il y a 5 problèmes, corruption, aucun type là. Le président te connaît, oui. Mais quand il y a la président Ralel, donc c'est très bien que le Ralel. Donc au moins, je dis à la tout, en pile monde a informé de ça. Au moins, le contrat a renégocié, mais toujours est-il que je crois que le président a choisi le mauvais timing. Même Bid, tu as même parlé de ça. Luis Alberto Morillo te dit que c'est pas possible que le contrat soit au niveau ça, je veux dire, et réalité, résultat est lié. Ah, mais c'est clair, parce qu'au fait, dans la région, c'est en Haïti que le kilowattheure est beaucoup plus cher. En Haïti, il est beaucoup plus cher. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, eh bien, on a l'État ou bien la population l'a payé injustement. Le Trésor a payé des gens comme ça injustement et c'est toute une chaîne qui a bénéficié de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un contrat, il y a des gens qui baillent contrat, il y a des gens qui participent là-dedans, etc., qui ont bénéficié de ça. Donc, fondamentalement, c'est des bagages qui doivent renégocier, mais renégocier avec, dans la plus grande transparence pour que l'État, s'il a acheté courant, il a acheté énergie, il a acheté au juste prix. Et il a acheté au juste prix, tout pendant que lui-même la met en place un ensemble de conditions pour que le secteur est fondamentalement modernisé. Parfait. Et nous, jamais, de content parce que tu es avec nous, je dis à la mise au point. Merci parce que tu es disponible pour TNH. C'est moi pour vous, merci. Voilà, notre invité ce matin, l'économiste Enomi Germain. On regarde l'économie, il y a des considérations, nous sommes capables d'utile, qui est capable d'aider nous sortir dans sa journée jeudi. Sont avec nous dans la matinée. Bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.